Bonjour, bienvenue dans cette émission première du genre, Entrée libre, une coproduction Télésoleil, CRDP et Languedoc-Roussillon, une émission expérimentale car elle est interactive aujourd'hui. Je vous explique le principe, on est en direct et on est en direct en relation avec des collèges de Montpellier, deux collèges, le collège des Escoliers de la Mosson à la Paillade et le collège des Aiguerelles qui seront en contact téléphonique, Minitel et fax avec nous tout au long de cette émission. Également un standard dans cette émission qui recueillera toutes les impressions des élèves qui interviendront tout au long de l'émission. C'est Marilyn qui est au standard. Bonjour Marilyn. On n'entend pas encore Marilyn, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, les questions ne sont pas encore arrivées, je suppose. Le thème de l'émission aujourd'hui, tout de même, c'est le théâtre et les pratiques du théâtre. On essaiera de comprendre un petit peu quels sont les différents métiers qui s'articulent autour de la création théâtrale. Et cette émission durera 2 heures. Autour de ce plateau, tout d'abord Yves Gourmelon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le metteur en scène de notre histoire aujourd'hui. Vous êtes également directeur du théâtre du Chai du Terral, un tout nouveau théâtre. Et donc vous nous parlerez du rôle du metteur en scène. Également à mes côtés Jean Lebeau, administrateur du Théâtre des 13 Vents, le centre dramatique national de notre région. Et donc vous donnerez un petit peu un regard, je dirais peut-être de gestionnaire, un peu plus, sur les contraintes directement liées au théâtre, et vous nous parlerez également du travail du metteur en scène avec qui vous travaillez en parallèle, c'est-à-dire Jacques Michet. Également, autre professionnel, Michel Leborgne, vous êtes éclairagiste, et donc vous travaillez également avec le Théâtre des 13 Vents, et on verra avec vous un petit peu autour d'Alceste, qui est une création que vous avez faite, un petit peu votre travail d'éclairagiste. Et à côté de vous, également, c'est Pierre Heidorf, qui lui est décorateur, et donc je suppose que vous travaillez tous les deux assez souvent en parallèle, puisque les deux métiers sont intimement liés, et donc également vous nous parlerez de votre métier. Il y a aussi des élèves sur notre plateau, il y a 6 élèves exactement. Il y a tout d'abord Mirande qui est du collège des Aiguerelles, il y a Mohamed des Aiguerelles aussi, Laetitia et Jean-Claude qui est de... Voilà, Escoliers de la Mosson, exactement. Et tout au fond, c'est Loïc et Nadia. Loïc et Nadia sont du collège d'Anduze. Donc, pour commencer cette émission, d'abord, je vous explique un dernier principe. Il y aura une pièce de théâtre, juste un extrait qui va se jouer pendant cette émission. Il s'agit d'un extrait de La Leçon d'Eugène Ionesco. Et on verra 2 étapes du travail de 2 comédiens. Ce sont des comédiens du Conservatoire de Montpellier qui nous montreront les étapes de la création d'un spectacle comme celui-là. Il y aura aussi 2 élèves du collège de Clapier qui nous montreront également comment à 12-14 ans on peut aussi faire un petit peu de théâtre. Tout de suite, avant de démarrer cette émission dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un reportage sur le métier de metteur en scène. De l'époque classique jusqu'à la fin du XIXe siècle, les représentations théâtrales s'attachent à traduire l'œuvre d'un auteur. Autrement dit, le texte vient avant la scène. Mais au XXe siècle, on assiste à un véritable renversement, ce que Georges Strehler appelle les 3 boîtes chinoises. Toute représentation comporte 3 boîtes, l'une dans l'autre encastrées. La première boîte est celle de l'histoire vraie, qui montre comment vivent réellement les personnages et où ils vivent. La seconde boîte est celle de l'histoire. La troisième est celle de la vie, la grande boîte de l'histoire humaine. C'est depuis André Antoine, le premier metteur en scène français, que le rôle de la représentation théâtrale n'est plus tant de traduire un texte, mais d'en démontrer le sens. Est-ce qu'il y a un terme qui correspond véritablement à ce que nous essayons de faire? Alors, on a dit, par exemple, en Angleterre, autrefois, quand j'ai commencé à travailler, ça s'appelait « the producer ». Alors, celui qui produit, c'est pas très joli, et on n'a pas envie d'être tout simplement producteur. Alors, le mot est passé en anglais comme en français à ceux qui... dans le cinéma, cherche l'argent, etc., et
fait un produit. Alors on a écarté ça. Ensuite, en Angleterre, c'est devenu The Director. Mais Director, c'est une association très autoritaire. Celui qui dirige, alors je me dis c'est pas ça. Ou le directeur d'une société, c'est pas ça non plus. Alors on a écarté la solution anglaise. Puis on a dit en allemand, c'est quoi, c'est régisseur. Alors régisseur, c'est tellement l'idée de régisseur, par exemple, d'une propriété, celui qui est là avec son carnet, ses cahiers, qui règle des comptes et tout ça. On a dit régisseur, ça donne pas une très bonne impression du travail. Mettons en scène, en français, ça ne donne rien du tout. C'est tout simplement l'opération de prendre quelque chose et plof. Alors ça, c'est pas... J'ai proposé animateur, que je trouve très noble, magnifique, si on pourrait vraiment toucher à cette merveilleuse idée de l'animus, de l'anima, d'être responsable. Mais on a dit, mais en français, l'animateur, c'est quelqu'un qui s'occupe des jeunes et fait des sports avec eux. Alors l'animateur n'a pas cette connotation splendide. Mots, parce que le créateur, pour moi, c'est quand même l'auteur, c'est celui qui a inventé les mots, qui a inventé les situations. Mais c'est une création en tant que lecture, oui. Si la lecture d'un texte est une création, c'en est une. Et si la mise en place dans l'espace et dans le temps de ce texte est une création, c'en est une. Je veux dire, c'est une invention. Les trois quarts du temps, ce qui me concerne, c'est imprévisible. Je me fie beaucoup à l'imprévisible. J'aime beaucoup ce que l'acteur fait, d'un coup inadvertent. Si on prend un grand texte de Racine ou de Corneille, on peut n'utiliser que ces deux noms, qui sont quand même des noms les plus connus, disons. On ne peut pas ignorer que ces gens ont écrit une histoire dans une certaine forme, et que cette forme est morte, dans le sens qu'elle est écrite, imprimée et donnée. Donc le travail de l'acteur est de rendre vivant, je ne dis pas actuel, dans le sens qu'il faut moderniser en mettant des costumes 3 pièces ou des jeans. On peut le faire si on veut, pourquoi pas. Arriver sur des motos, ce serait très joli que les grands héros raciniens arrivent sur des motos
avec des cas. Pourquoi pas? C'est pas ça qui est en question. Tout ce qui est en question est de comment redonner la vie et les sentiments qui sont les mêmes chez les hommes, puisque le cerveau n'a pas évolué depuis des siècles, exactement la vie, de comprendre le contenu et de redonner la vie. Alors peu importe la forme, peu importe le texte, si le texte est un texte classique, un texte contemporain, ce qui est absolument important et évident est de rendre vivant ce qu'il n'est plus. Un merveilleux régisseur, metteur en scène italien, Olmi, qui a fait L'Arbre au sabot, qui a fait des films magnifiques, a dit, en ce moment, nous étions tous réunis dans un endroit où il fabriquait la grappa. Et il dit, si on disait que nous sommes tous des distillateurs, et on était tous d'accord qu'on a peu de possibilités d'être à l'auteur de cette destination, mais la vraie mise en scène, c'est ça, d'être responsable, de réunir des éléments, et puis avec ces éléments, trouver ensemble avec les autres les démarches et les conditions nécessaires que quelque chose soit distillé. Donc voilà, on vient d'entendre quelques metteurs en scène nous parler de leur métier. Alors vous, les élèves qui s'y êtes venus un petit peu poser des questions, pour l'instant je ne vais pas vous demander de poser des questions, mais au contraire d'y répondre. C'est quoi selon vous un metteur en scène? Tiens Loïc, qu'est-ce que c'est selon toi un metteur en scène? Alors selon moi, un metteur en scène, c'est celui qui dirige un peu, qui dit aux acteurs ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire, et qui remixe un peu à sa façon le texte. Il remixe le texte. Et il remixe pas, et il donne une de ses façons d'interpréter un texte. D'accord. Pour toi, Mohamed? Pour moi, un metteur en scène, ça serait celui qui passerait les acteurs, et puis, bon, qui imagine leur position, comment ils doivent agir, comment... Et aussi, à mon avis, il doit penser aussi comment est le décor, comment... Non? Oui, peut-être. On va demander à Yves tout à l'heure sa réaction. Pour toi, Laetitia, c'est quoi un metteur en scène? Je pense qu'un metteur en scène, c'est une personne qui prépare une scène, qui donne des textes à chaque comédien, qui leur dit de comment se passer, etc., qui la prépare, quoi. D'accord. Yves, ta réaction à ces petites remarques qui viennent de... Elles reprennent un petit peu je ne sais pas si vous avez écouté tout à l'heure les petits propos de ce grand metteur en scène, là, Peter Brook, ses digressions sur l'appellation directeur. Il la récusait, il disait que le metteur en scène, c'était peut-être pas un directeur. Moi, j'ai pas d'avis. On est né dans une période où, quand on aborde l'art de la scène, on définit un certain nombre de rôles. Il y a les comédiens, les décorateurs, les scénographes, je dirais plutôt aujourd'hui. Je crois que Pierre Dor sera d'accord. Et puis il y a, on dit, le metteur en scène. Et moi, je crois que il y a autant de définitions qu'il y a de metteurs en scène. Je crois que, et d'ailleurs, les metteurs en scène sont quelquefois très différents selon les spectacles qu'ils montrent. Quelquefois, ils sont très dirigistes, et quelquefois, ils sont très à l'écoute des acteurs. Une chose est certaine, c'est que c'était aussi dit tout à l'heure dans le petit document, c'est que la notion de mise en scène est finalement une notion récente. Jusqu'au XIXe siècle, ceux qui étaient les maîtres d'œuvre de l'art théâtral, c'était plutôt les littérateurs. Moi, je crois que la mise en scène a permis à la littérature dramatique d'échapper à la littérature, au théâtre de revenir au vivant. Et en ça, je trouve que c'est un art noble. Jean Moi, je pense qu'effectivement, il est très difficile, et les interventions de Bénichou et Peter Brook le démontrent, et celle d'Yves aussi, de donner une définition précise. Ce qu'on peut constater tout de même, c'est que aujourd'hui, il ne se montre pas de spectacle sans qu'il y ait une personne qui soit là et qui synthétise, qui dirige, qui propose, mais qui est quand même la personne autour de laquelle tout se réfère et qui, en fin de compte, est un peu un maître d'œuvre. Donc, difficile de le définir, mais néanmoins, il y a une présence qui aujourd'hui est considérée comme indispensable. C'est lui qui s'entoure évidemment des personnes choisies. Absolument. Moi, je dirais pas nécessairement. Il arrive parfois que des projets artistiques préexistent et que l'on fasse appel à un metteur en scène. Mais d'où effectivement la difficulté de bien définir le rôle
de définir ce qu'est un metteur en scène. Voilà. Moi, je dirais qu'à l'inverse de la notion d'autorité, le metteur en scène est pour moi né un petit peu avec la démocratie. Je l'associerais à notre société contemporaine. Je pense que c'est avec Antoine, hein, on citait tout à l'heure André Antoine, qui est en fait en France l'inventeur de la mise en scène. Avant André Antoine, en France, on montait des pièces, sans doute aussi bien qu'on le fait aujourd'hui, mais dans une économie théâtrale qui n'est plus du tout la nôtre, on s'y reconnaîtrait pas du tout. Mais c'était souvent l'auteur d'ailleurs qui choisissait ses comédiens et qui les mettait, comme tu disais tout à l'heure, tu évoquais un concept de mise en scène qui était plutôt une mise en place. Tu disais, le metteur en scène, c'est celui qui dit, toi tu vas te mettre à gauche, toi tu vas te mettre à la cour, comme on dit au théâtre, toi tu vas te mettre à droite. Et je crois que c'est pas ça le rôle du metteur en scène. C'est à l'inverse, en fait, de cette notion que Brooke récuse aussi, de la direction. En fait, je crois que ça permet, le metteur en scène est celui qui permet l'équilibre entre tous les acteurs de la création théâtrale. C'est-à-dire qu'il est celui qui donne peut-être, enfin c'est celui, en tout cas c'est ce comme quoi je voudrais que le metteur en scène devienne. Je voudrais que le metteur en scène soit celui qui permet l'équilibre entre le scénographe, celui qui fait les lumières, les acteurs, etc. Ce qui permet un meilleur équilibre des acteurs de l'art théâtral. J'aime que tu dises que tu souhaites que ce soit cela, parce qu'en fait, ce n'est pas nécessairement ça. Patrice Chéreau, que j'ai vu répéter, j'ai eu le privilège une fois de le voir répéter, dirige ses acteurs, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il est à 30 cm des acteurs, et chaque mouvement, chaque intonation, chaque crispation du visage est reproduite par l'acteur et imaginé et donné par Patrice Chéreau pratiquement. Donc, et il produit des mises en scène qui sont fantastiques. Alors tout à l'heure, Maurice Bénichou disait c'est passer de redonner de la vie à une histoire qui est morte puisqu'elle est inscrite et elle est donnée comme ça, elle est lâchée un peu dans la nature. Quand Yves Gourmelon prend un texte qui l'intéresse et qu'il a envie de lui donner justement la vie, comment il fait? Il s'autorise à remixer, comme disait Loïc tout à l'heure, le texte, à le retoucher, où il veut rester le plus proche possible de ce que l'auteur a voulu y mettre. La notion de fidélité au texte est une notion complexe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, un texte de théâtre, c'est que, je ne sais plus qui disait ça, enfin je crois que celui qui le disait avait raison en tout cas, il parlait d'un texte de théâtre en disant c'est du Gruyère. Et je trouve que c'est une bonne définition, c'est-à-dire que c'est un texte troué, le théâtre. Et donc le metteur en scène est celui qui va boucher les trous, hein, pour faire en fait un autre ouvrage. C'est-à-dire qu'il rajoute à une écriture qui est l'écriture livresque, l'écriture du livre, une écriture scénique. Et donc il fait d'un Gruyère, je dirais, un comté, un morceau de comté. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais en parler. Quelle est la méthode de travail au 13 ans? On réunit, quand Jacques Nichet choisit de monter une pièce, il arrive avec une idée très 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 précise par rapport au texte qu'il a lu et il la soumet à ses collaborateurs, ou alors tout s'élabore dans une nébuleuse. La première chose, c'est que Jacques Nichet lit un texte. Je crois que c'est le premier acte, c'est la lecture. Et de la lecture, eh bien, il y a quelque chose qui se dégage, un sentiment, un désir d'approfondir, de découvrir les mystères d'un texte, peut-être à travers sa mise en scène. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, il y a effectivement donc un partage de ce texte avec des collaborateurs, donc dramaturges, scénographes éventuellement, mais dans un premier temps, sont plutôt conseillers littéraires et dramaturges, des gens qui réfléchissent sur le sens ou les sens de ce texte. Et puis le metteur en scène, en tout cas Jacques Nichet, a des intuitions. Voilà, je crois qu'il travaille énormément par intuition. Des images ou des idées qui le traversent et il les suggère, il les propose. Et ensuite, elles font leur chemin. Je ne vais pas raconter tout, mais le premier temps, c'est ça. Si vous voulez, lecture, partage du texte et soumission d'intuition. Alors, on va se tourner peut-être vers le standard. Marilyn, est-ce qu'il y aurait des questions des collèges de Montpellier, là? Non, je n'ai absolument rien reçu encore. Eh bien, on va commencer à s'inquiéter parce qu'il y a des jeunes collégiens qui ont eu le courage de venir sur notre plateau, qui, eux, ont préparé des questions. Alors, je vais demander justement aux élèves qui sont dans les collèges, là, de s'activer un peu, de se creuser un peu la tête, et puis de ne pas hésiter surtout à s'exprimer. Nous sommes là justement pour eux et pour répondre à leurs questions. Est-ce que dans la salle, par contre, parmi les courageux, il y en aurait qui auraient des questions? Moi, j'en aurais. Oui, Mohamed. Je voudrais savoir si, par exemple, un metteur en scène pourrait, je sais pas moi, avec une pièce de théâtre, par exemple, de Molière,
je veux dire, prendre la pièce de théâtre et la rendre, je veux dire, et la faire avec un décor contemporain, déjà à notre époque. C'est possible un jour, ça? Bien sûr, bien Ça sûr. peut se faire déjà. Ça s'appelle, il y a un de nos prédécesseurs a appelé ça l'actualisation d'un texte ancien. Hein. C'est-à-dire, je crois que le metteur en scène, grosso modo, s'il a du talent, il doit pouvoir s'autoriser n'importe quoi. Il doit pouvoir faire entrer. Je crois qu'il n'y a pas de... On peut très bien aujourd'hui donner une bonne représentation d'un texte classique, d'un texte du XVIIe siècle, d'une façon, j'allais dire, néoclassique, c'est-à-dire en travaillant sur l'univers esthétique d'une époque. Il y a des grands metteurs en scène comme Villégier, par exemple, qui fait ça très bien. Et puis d'autre part, on peut aussi être beaucoup plus irrévérencieux et essayer de trouver les correspondances qu'il peut y avoir entre un texte d'une époque révolue et aujourd'hui. Je crois que la mise en scène doit se conjuguer avec la liberté. Je crois qu'un metteur en scène, il est libre, il devrait être libre de faire ce qu'il veut. Évidemment, tout ça est régi par ce que je dirais le talent. Je veux dire, l'échec d'une mise en scène avec un décor, d'une mise en scène de Molière avec un décor contemporain ne viendrait pas d'un choix d'un décor d'aujourd'hui, il viendrait d'un mauvais choix global, dramaturgique, on dirait, si on veut faire savant. C'est-à-dire que, en fait, il faut que les enjeux de la représentation aient été bien travaillés, que l'équipe de réalisation ait été cohérente et que les comédiens aient été au rendez-vous. Et à ce moment-là, on peut faire un travail passionnant. Je crois qu'effectivement, Jean Lebeau avait raison. Ce qui compte au départ, c'est d'avoir des intuitions. Parce que la matière théâtrale n'est pas une matière scientifique. Elle est liée, bien sûr, à la notion d'imaginaire avant tout. Oui, je dirais également, pour aller encore plus loin dans l'histoire, lorsque l'on met en scène Euripide ou Aristophane, on se trouve dans des époques très reculées où il est bien difficile, d'une part, de savoir comment les gens vivaient, comment ils étaient habillés, et parfois même ridicule de reproduire sur une scène de théâtre leur façon de se vêtir. Et donc, il s'agit à ce moment-là de trouver la correspondance pour vous, pour nous, spectateurs, de ce qui est évoqué dans la pièce. Je pense à Alceste, dont on va peut-être parler tout à l'heure, où il est montré la vie d'une petite communauté pratiquement villageoise, une petite principauté de l'époque d'Euripide, toute petite. Aujourd'hui, la correspondance qui nous est venue à l'esprit, qui est venue à l'esprit du metteur en scène, c'était de proposer des costumes villageois, pas nécessairement très, très précisément datés, mais qui évoque la vie de village et qui instinctivement, immédiatement pour nous, spectateurs, nous situe l'espace, le lieu, l'ambiance dans lequel se passe la scène, qui a été écrite il y a 2500 ans. Donc, vous voyez ? Alors la liberté que s'autorise un metteur en scène, elle est bien sûr fonction de son talent, comme disait Yves, mais elle est également fonction du public qui s'est fidélisé autour du travail de ce metteur en scène. C'est-à-dire on ne peut pas se permettre n'importe quoi avec n'importe quel public. Je ne sais pas. Moi, je pense que le metteur en scène, il est responsable de ses intuitions, de son talent, et il peut tout se permettre. Parfois, il y aura coïncidence avec ce que ce public qui est venu attendra, et parfois, il n'y aura pas coïncidence. Mais s'il s'agit d'un metteur en scène qui a l'habitude d'être, je caricature un peu, mais de provoquer, eh bien, il provoquera. Si c'est un metteur en scène qui aborde les œuvres d'une manière très intériorisée, il le fera toujours. Je crois que le metteur en scène est totalement libre, il est responsable, et sa responsabilité, elle est face au public. Mais il doit tout s'autoriser. Yves, comment on devient metteur en scène? Il y a une école de metteur en scène? Il y a effectivement, il y en a même, je crois, plusieurs. Enfin, il y en a une que je connais, qui est celle de Strasbourg. Il y a peut-être d'autres écoles en France aujourd'hui. En fait, en France, le métier de metteur en scène reste un métier acquis d'une façon très empirique. Alors, on devient un metteur en scène par des voies extrêmement différentes. On devient par l'université, c'est évidemment le cas de Jacques Michet. On peut avoir des diplômes, avoir suivi un cursus universitaire et devenir metteur en scène. On peut aussi devenir metteur en scène, bien sûr, par le jeu, c'est-à-dire qu'il y a énormément de comédiens, c'est mon cas, qui sont devenus metteurs en scène. Et puis, il y a des voies tout autres. Il y a, par exemple, par la voie de l'amateurisme, il y a des gens
qui sont restés longtemps amateurs et qui, soudainement, à 40 ou 50 ans, vont devenir metteurs en scène de théâtre. En plus, c'est un métier assez ouvert. Je dirais que, prenons le cas, par exemple, parce qu'on parlait un peu d'histoire tout à l'heure, d'André Antoine. Hein, on disait c'est l'inventeur de la mise en scène. Mais c'est aussi la première fois où un homme d'extraction modeste, parce qu'il était employé du gaz, et son amie comédienne dans un cercle amateur à Paris, Pauline Verdavoine, quel nom, était employée des postes, et ils vont former un club amateur qui s'appelait le Cercle Gaulois, et au bout de 4-5 ans, ils vont captiver tout le petit monde artistique parisien, et André Antoine va devenir directeur du théâtre de l'Odéon. Je dirais que ce sont des métiers où peut surgir des talents dans toutes les couches de population, dans toutes les circonstances. C'est une histoire de maturité personnelle, de circonstances. On va se tourner vers le standard maintenant. Je crois qu'il y a des questions qui ont dû arriver. Oui, Benoît Janet. Alors, ça vient du collège des Escoliers de la Mosson. J'ai une question. Est-ce qu'un metteur en scène peut être acteur? Je crois qu'on vient d'y répondre un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement, alors, je crois, j'essaierai de décrypter un peu la question. Est-ce qu'on peut se mettre en scène? Je crois que ça doit être ça la question. Est-ce qu'on peut être metteur en scène de son propre rôle? Oui, bien sûr c'est possible, mais c'est très difficile, et puis ça dépend de la nature des metteurs en scène. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que c'est difficile d'avoir c'est-à-dire que ce que je crois, ce qui est difficile pour un comédien, c'est d'avoir le vrai sens de son outil. C'est-à-dire qu'il y a souvent une grande différence entre l'émotion que ressent un acteur et, j'allais dire, l'effet qu'il produit. Et donc il faut avoir une grande maîtrise de son art d'acteur pour être son propre metteur en scène. Il faut qu'il n'y ait pas de décalage entre l'émotion que l'on ressent et l'effet que l'on va produire au public. Alors évidemment, c'est le cas de certains metteurs en scène très habiles en la circonstance. On pourrait parler de Gabriel Monet, qui met actuellement en scène une version scénique du Songe d'un homme ridicule de Dostoïevski, et qui s'est évidemment mis en scène. Et puis il y a des metteurs en scène d'aujourd'hui, comme Marcel Maréchal, qui sont des acteurs nés et qui ne verraient pas d'autre solution que de se mettre en scène soi-même. Je ne pense pas que ça relève d'une démarche narcissique, mais simplement d'une pratique personnelle, d'un sentiment profond de... Voilà. Oui. Mais néanmoins, aujourd'hui, on évoque la place de la mise en scène dans la... Tiens, il y a un drôle de bruit. On va avoir une question par téléphone dans un instant. La place de la mise en scène, on se rend compte que le fait d'être à la fois acteur et metteur en scène, lorsque les distributions sont nombreuses, est une véritable difficulté, parce que donc la mise en scène c'est un regard, c'est une organisation, et l'acteur, metteur en scène, n'a pas ce regard, ou alors il se fait remplacer parfois, mais lorsqu'il se fait remplacer, ça n'est plus lui, donc c'est assez compliqué. Et on a vu des échecs qui tenaient à cette double fonction. Exercice difficile. On écoute une question là qui nous arrive. Je vous écoute. Posez votre question. Oh, ça a l'air compliqué là de poser une question. On vous écoute. Une question? Allô? Allô? Oui. Alors, nous aimerions poser comme question, quelles sont les exigences d'un metteur en scène? Quelles sont les exigences d'un metteur en scène? Les exigences d'un metteur en scène. Eh bien, je lâche la question. Yves, quelles sont vos exigences? J'ai l'impression que cette question peut être prise dans les deux sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on exige d'un metteur en scène et qu'est-ce qu'exige un metteur en scène de ses partenaires? Donc il faudrait peut-être répondre à deux questions. Je pourrais commencer par qu'est-ce qu'exige un metteur en scène? Un metteur en scène, il exige, il essaie de travailler dans de bonnes conditions, déjà d'artisanat théâtral, c'est-à-dire d'avoir un abri, comme disait Antoine Vitesse, qui permettent le travail de théâtre. C'est une exigence minimum, c'est-à-dire des conditions qui ne sont pas grandioses, mais qui sont nécessaires, c'est-à-dire d'avoir un peu de lumière, du noir dans la salle, du temps, des moyens, bien sûr, parce que vous savez que au théâtre, le théâtre exige des moyens financiers, parce qu'il faut que les acteurs répètent. On n'a pas encore évoqué cette notion-là, la notion de répétition. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour répéter, et donc il faut des moyens pour payer les acteurs qui répètent. Je dirais qu'il faut ces exigences-là. Je crois que c'est essentiel dans notre métier.
Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Il y en a une comme... Oui, je voudrais savoir un peu si c'est facile de mettre en scène une pièce, ou si alors c'est complexe de chercher de part et d'autre de l'argent pour pouvoir la mettre en scène. Question à Jean Legault. J'ai pas très bien compris la question, parce que vous avez parlé dans la précédente, est-ce que c'est facile de mettre en scène une pièce? Alors ça, c'est une question artistique ou... Je voudrais savoir si... Facile économiquement. Voilà, Ah. d'aller chercher... Alors, je crois que cela dépend de la situation du metteur en scène, c'est-à-dire dans quel type de structure il organise son travail d'un metteur en scène. Je m'explique. Lorsque Jacques Michet réalisait, il y a encore 2 ans, une mise en scène au Théâtre des 13 ans à Montpellier, il n'avait pas trop de problèmes pour faire son travail. Je dis il y a 2 ans parce qu'aujourd'hui les choses ont changé. Mais par contre, lorsque Yves Gourmelon ou d'autres responsables de compagnies, qui ne sont donc pas des centres dramatiques nationaux, veulent réaliser un projet, mettre en scène un spectacle, c'est un parcours du combattant extrêmement difficile, parfois très long, et qui a usé bien des énergies et qui a même complètement fait capoter des projets artistiques, parce que on arrive avec une énorme énergie parfois à réunir les fonds nécessaires auprès de moult institutions, autres compagnies, etc., etc. Mais cela dure 2 ou 3 ans, et au bout de 3 ans, comme l'acte théâtral est un acte de désir, il y a un désir véritable. Le désir, il n'existe plus parfois, vous voyez. Et par ailleurs, on n'arrive pas toujours à boucler la production. Mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est effectivement très difficile. Mais je voulais savoir aussi si on débute dans la mise en scène, est-ce que c'est plus facile de... Alors, je pense si c'est plus facile quand on est un metteur en scène reconnu de pouvoir avoir des fonds, ou alors si on est un metteur en scène qui débute. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pose la question. J'imagine que vous avez la réponse. Mais je voulais savoir si ce facteur joue dans Énormément. Il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves. C'est pourquoi il est extrêmement difficile de pénétrer dans ce métier, davantage encore pour un metteur en scène que pour un acteur. Il y a des écoles d'acteurs, il y a des acteurs qui ont... on reconnaît la qualité d'un acteur parfois dans une soirée amicale, simplement en voyant quelqu'un qui a un talent et puis on lui dit tiens, tu devrais faire du théâtre. Il y en a eu des exemples, des centaines. Mais c'est pas toujours comme ça, enfin il y en a eu. Par contre, un metteur en scène, il doit organiser quelque chose, il doit avoir des moyens, il doit avoir des comédiens, il doit avoir et ça c'est extrêmement difficile. Une question standard, Marilyn? Oui, j'ai encore une question. Est-ce que le metteur en scène choisit des acteurs? Oui, la plupart du temps, mais il y a des cas de figure où on nous propose une réalisation avec un groupe d'acteurs qui a été prédéfini. Souvent, ça se fait en amitié. La plupart des cas, bien sûr, on choisit ses comédiens. Yves Gourmelon, parmi les différentes étapes du travail d'un metteur en scène, il y a le choix d'un texte, évidemment, l'équipe constituée autour de ce travail qui va être abordé, et puis il y a la lecture à plat du texte. Généralement, c'est là où on réunit tous les partenaires. Oui, il est d'usage, effectivement, au début d'une réalisation, lorsque cette réalisation tourne autour d'un texte, qui est évidemment l'essentiel de notre pratique occidentale de théâtre. Donc on part d'un texte dramatique, et il est d'usage de réunir tous les partenaires de cette création, comme on dit, pas seulement les acteurs, mais également la costumière, le décorateur, le monsieur qui va faire la bande-son, qui peut être un musicien, et on les réunit autour d'une écoute commune d'un texte dit la plupart du temps à plat. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Et quelquefois, cette séance va se poursuivre par un travail assez durable que on appelle souvent un travail à la table, qui consistera à chercher, Jean Lebeau l'évoquait tout à l'heure, tous les réseaux de sens qui circulent dans le texte et qui vont à un moment donné amener le désir de la réalisation, révéler des faces obscures du texte et
et amener des éclairages nouveaux sur cette partition qu'on s'était proposée au départ. Donc, a priori, quand on aborde cette étape-là du travail, le metteur en scène n'a pas forcément les idées totalement claires sur sa création. Il peut l'avoir, ouais. Mais il joue le jeu. Il ne peut pas d'emblée comme ça imposer à ses acteurs un point de vue drastique, un point de vue très autoritaire. Je pense qu'il est bienvenu qu'il fasse faire le cheminement aux partenaires artistiques, cheminement qu'il a peut-être fait lui déjà avec le scénographe ou avec un dramaturge, un conseiller littéraire, je ne sais, ça dépend des cas. Mais après, il va falloir faire ce chemin avec les comédiens, et donc il faut repartir à zéro, il faut que les comédiens accompagnent, comprennent les souhaits, les désirs du metteur en scène, et pour ça il faut qu'il fasse preuve d'humilité et qu'il se laisse contaminer par les acteurs. C'est-à-dire s'il avait une idée prédéterminée, il faut qu'il sache se mettre à l'écoute des acteurs. Moi, ça me paraît très important. C'est valable aussi au 13 ans? C'est valable au 13 ans, mais j'ai beaucoup travaillé dans ce métier. Et j'ai vu Roger Planchon faire ce travail autour de la table avec une préparation inouïe. Et Roger Planchon qui décryptait le texte dans ses plus petits recoins et qui donnait absolument l'intégralité de la signification qu'il entendait proposer au spectacle à ses comédiens autour de la table. C'est-à-dire que ce travail durait 10 jours, 12 jours, et il ne laissait pas la moindre possibilité à ses acteurs. Tout était absolument préparé, mâché, formidable. Alors avant de voir une lecture à plat d'un extrait d'Eugène Ionesco, on va écouter une question qui nous est posée par téléphone. On vous écoute. Posez votre question. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Alors la question est, est-ce que le metteur en scène dirige les éclairagistes? Pardon, vous pouvez la répéter? Est-ce que le metteur en scène dirige les éclairagistes, s'il vous plaît? C'est une question qu'on comptait aborder un petit peu plus tard dans l'émission, mais puisqu'elle est posée, Michel Leborgne, est-ce que vous vous sentez dirigé par un metteur en scène? Est-ce que c'est le bon mot déjà? Moi, je préférais distillateur, ça, je trouve ça mieux là, tout à l'heure, dans le reportage. Diriger, oui, en fait, aussi, quoi. C'est-à-dire que le metteur en scène a des idées, souhaite travailler sur certaines choses, et disons qu'on va collaborer, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en œuvre les choses qu'il demande, et essayer même de fouiller, d'aller plus loin, de regarder si on ne peut pas trouver quelque chose qui soit encore mieux adapté à son désir. Oui, c'est plutôt mettre en œuvre, quoi, oui. Michel, on abordera cette question de l'éclairage et du décor dans un instant. Tout de suite, je vous propose de retrouver Julien Grill et Natacha Grabert qui sont du Conservatoire de Montpellier en 2e année et qui nous proposent une lecture à plat, ce dont on parlait tout à l'heure, lecture à plat d'un extrait de la leçon d'Eugène Ionesco. C'est à vous. Vous avez 10 doigts. Si vous voulez. Parfait, bon. Vous avez donc 10 doigts. Combien en auriez-vous si vous en aviez 5? 10, monsieur. C'est pas cela. Et si, monsieur? Je vous dis que non. Vous venez de me dire que j'en ai 10. Je vous ai dit aussi, tout de suite après, que vous en aviez 5. Je n'en ai pas 5, j'en ai 10. Procédons autrement. Limitons-nous en nombre de 1 à 5 pour la soustraction. Attendez, vous allez me comprendre, mademoiselle, je vais vous faire comprendre. Vous voyez? Voyez, mademoiselle? Oui, monsieur. Ce sont des bâtons. Des bâtons. Ceci est un bâton. Là, ce sont 2 bâtons. Là, 3 bâtons. Puis 4 bâtons. Puis 5 bâtons. 1 bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons, 5 bâtons. Ce sont des nombres. Quand on compte chaque bâton est une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Une unité, mademoiselle, qu'est-ce que je viens de dire? Ou des chiffres ou des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des éléments de la numération, mademoiselle. Normalement, est-ce que toujours le texte à plat est un petit peu joué quand même, ou c'est plus Alors là, bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'un texte à plat. Oui. Il s'agit déjà d'une tentative d'interprétation du texte.
Non, une lecture à plat, les acteurs sont dans une situation autour d'une table, ils pourraient lire le texte comme l'annuaire téléphonique et ne pas mettre, par exemple, de valeur. Je fais par exemple allusion au début de la scène où le professeur dit vous avez, et où le jeune comédien donne déjà des accents compulsifs au texte. Je pense que dans une lecture à plat, il dirait vous avez 3 fois, sans y accorder aucune valeur. Voilà. C'est parce qu'il s'agit pour les comédiens, dans cette démarche d'écoute du texte, parce qu'en fait, c'est se mettre à l'écoute. Ni un praticien de l'improvisation. Moi, ce que je crois, c'est que c'est une démarche intéressante, voire passionnante, qui est utile pour que l'acteur apprenne à se sentir en liberté sur un plateau, ou mieux avec soi-même. Mais je crois que c'est une démarche qu'il faut dépasser dès qu'on aborde l'interprétation d'un texte dramatique. C'est plus un exercice c'est un exercice utile, et puis ça peut devenir aussi une pratique de théâtre, parce qu'il y a, bon, vous savez, en France, une ligne d'improvisation, c'est une pratique de théâtre, mais dans le travail dramatique, celui qui nous intéresse aujourd'hui par exemple, je crois que l'improvisation a, de mon point de vue, un rôle secondaire, mais cela dit, il y a des metteurs en scène qui diraient tout à fait le contraire. Genre, on a vu tout à l'heure Carlo Bozo, par exemple, c'est de la commedia dell'arte, et ça s'appuie totalement sur l'improvisation. Pas trop. Autant à l'époque, la pleine époque de la commedia dell'arte, effectivement, l'improvisation, il y avait un canevas tout de même, et l'improvisation intervenait parfois. Aujourd'hui, beaucoup moins, c'est beaucoup plus codifié. Mais je voulais dire que, par exemple, Jacques Nichet utilise parfois le travail d'improvisation parce qu'il aime explorer avec ses comédiens les différentes possibilités qui peuvent jaillir d'une scène. Et parfois, ça ne peut se mettre en évidence que par un travail d'improvisation, mais qui est déjà, d'une certaine manière, cadré, si vous voulez, où on a déjà réfléchi sur ce que l'on voulait essayer de montrer. Mais c'est vrai qu'on utilise parfois dans cette conception-là. On va aborder maintenant l'aspect technique avec le décorateur et l'éclairagiste, Michel Leborgne et Pierre Heidorf. Est-ce que vous êtes des exécutants du metteur en scène ou est-ce que vous êtes des traducteurs? Moi, je préfère le terme traducteur. C'est-à-dire, parce que je pense que sur un metteur en scène, à partir du moment où... Enfin, je voulais revenir à ce que vous avez dit avant, parce que, bon, je crois aussi qu'un metteur en scène, il travaille suivant ce qui se passe un peu dans la vie. C'est-à-dire que socialement, politiquement... sur l'évolution du monde, et souvent un choix de texte vient de ça aussi. Donc c'est-à-dire qu'on a des fois envie de monter une pièce à ce moment-là pour des raisons qui nous touchent par rapport à ce qu'on voit, ce qui se passe dans la vie. Je voulais ajouter ça parce que je trouve que c'est important par rapport au théâtre contemporain de ça, quoi, de dire c'est-à-dire qu'on vit aussi avec les autres gens, qu'on n'est pas des gens qui sont juste repliés sur nous-mêmes et qui ont du théâtre, on est des gens ouverts sur la vie, et donc on monte des textes aussi par rapport à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc je voulais ajouter ça par rapport à ce qui s'est dit avant sur un metteur en scène, comment il choisit, tout ça. Bon, par rapport au métier de décorateur scénographe, bon, moi personnellement je ne sais pas j'ai toujours pas compris la différence entre décorateur et scénographe, enfin bon, mais ça c'est... Peut-être je cherche pas, quoi, mais c'est pas grave. C'est que moi, personnellement, quand je travaille, j'essaye d'abord de plonger dans l'univers du metteur en scène. C'est vrai que c'est lui le premier qui allume la mèche, c'est-à-dire qui va lancer ce qu'il a envie. Et moi, une fois qu'il m'a parlé, je rentre dans son histoire et je vais essayer de lui amener les éléments dont il a besoin scéniquement pour raconter ce qu'il veut.
tout en moi, en essayant de lui amener des choses par rapport à son choix, quoi. C'est-à-dire au début, il vous dit pas, moi je veux un décor comme ci, comme ci, comme ça, fabriquez-le. Mais si, non, mais c'est-à-dire, c'est normal, il a des idées, parce que c'est le catalyseur, donc il a quand même des idées, et il vous envoie dans des directions qui sont très intéressantes, mais qui peuvent être complètement opposées à ce qui va résulter après. Mais c'est cette confrontation qui est intéressante. C'est-à-dire c'est son choix qui nous guide, et en même temps qui peut paraître faux, et en même temps qui après peut paraître juste. Ça veut dire que c'est toute cette relation de complicité qui se fait à ce moment-là. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer comme ça, c'est-à-dire ce rapport-là, mais c'est très passionnant, et c'est quelque chose de très fort et de très vivant, mais vraiment il faut qu'il y ait une confiance absolue dans les choses, quoi, et dans les gens. Enfin, et ça on le remarque tout de suite quand on commence à travailler, parce que c'est vrai que des fois on travaille avec des gens qu'on a sentis comme ça, et au bout d'un moment on les sent plus, et souvent le résultat sur le plateau on le voit, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que la notion d'équipe est très intéressante dans le théâtre, quoi. On a une question par téléphone, on vous écoute, posez votre question. Allô? Vous êtes à l'antenne? Une question, oui. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir combien gagne un metteur en scène. Oh. Yves Romelon, est-ce qu'il gagne bien sa vie, le metteur en scène? Ça dépend. Voilà, ça dépend. Il n'y a pas de metteur en scène, je ne sais pas moi. Il peut gagner correctement sa vie, et puis il peut galérer. Si vous voulez, en tout cas, une chose est certaine, sauf les metteurs en scène qui sont dans l'institution théâtrale et qui évidemment gagnent bien leur vie, les metteurs en scène indépendants gagnent irrégulièrement leur vie, parce que ça dépend du succès de leur travail, ça dépend donc des subventions publiques, parce que vous parlez du metteur en scène, il faudrait parler des salaires en général de la production théâtrale, le salaire du scénographe ou décorateur, parce que Pierre ne veut pas trancher, et puis aussi le salaire des comédiens. Je crois qu'on est tous dans le même navire, hein. Pierre Edorf avait raison de souligner que la notion d'équipe doit être importante et primordiale au théâtre. Je crois qu'il y ait au théâtre, enfin dans le théâtre indépendant, une hiérarchie des salaires qui est assez minime. En tout cas pour ma part, on essaie de faire en sorte que à toutes les échelles du travail de la scène, les salaires s'équilibrent un petit peu. Donc je ne parlerai pas particulièrement du salaire du metteur en scène, mais des salaires en général dans la création théâtrale. C'est-à-dire que le salaire, ça marche à plusieurs vitesses. Il y a les petites troupes qui commencent et qui donc déjà sont contents de trouver les moyens de produire un spectacle, donc vont tout mettre dans la fabrication de ce spectacle, en peut-être se payer